Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce 13e atelier organisé donc, par le collectif de l'Appel pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Vous pouvez retrouver le manifeste de l'Appel sur le lien disponible dans la conversation, sur le Zoom, pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, et il n'est pas trop tard pour le signer. Donc, je m'appelle Elsa Richard, je suis signataire de cet appel, je suis urbaniste de formation, passionnée des questions d'aménagement de l'espace et de préservation de l'environnement. Et ce soir, nous aborderons justement les questions foncières et en particulier la question de comment la région peut-elle agir pour la préservation des sols. Donc le rôle qui m'a été confié ce soir est d'animer cet atelier, de distribuer la parole et de garantir un débat constructif et serein. L'objectif de cet atelier va être de partager l'expérience de nos intervenants et de confronter nos idées avec vous à travers un échange de questions-réponses dans le cadre donc, des prochaines élections régionales 2021 en Pays de la Loire. Donc, une fois que nos grands témoins se seront exprimés, nous aurons un échange d'environ une demi-heure. Vous pourrez poser vos questions. Donc, nous finirons vers 21h15. Et vous pouvez d'ores et déjà rédiger vos questions par écrit, soit en commentaire sur le Facebook Live ou dans l'onglet « Conversation » de notre outil de visioconférence Zoom. Donc, vous pouvez également poser vos questions à l'oral si vous êtes sur Zoom en indiquant votre souhait d'intervenir dans l'onglet « Discussion ». Donc, pour notre atelier de ce soir sur la question foncière, sur la question de comment partager nos sols, nous avons trois invités de renom avec nous pour en parler. Hélène Pesquine, bienvenue. Vous êtes architecte, urbaniste de l'État, directrice du PUCA, donc qui est un service interministériel de recherche et d'expérimentation sur la ville. Avec nous également Sylvain Grisot, urbaniste, bienvenue, fondateur de Dixit et auteur du manifeste pour un urbanisme circulaire. Bienvenue à vous. Merci. Et enfin, William Ocant, architecte, membre de la Convention citoyenne pour le climat, signataire de l'appel également pour une région Pays de la Loire écologique, citoyenne et solidaire. Bonsoir, merci de l'invitation. Donc l'objectif de notre échange, je vous le rappelle, pour bien orienter nos discussions, c'est de réfléchir ensemble à la manière dont notre région peut infléchir une politique de préservation des sols, de quelle manière elle peut insuffler à travers notamment sa compétence récente en matière d'aménagement, comment elle peut insuffler une dynamique visant une meilleure préservation de l'espace. Donc, je vais laisser la parole à chacun des intervenants pour 5 minutes, et puis je reviendrai pour distribuer la parole sur un temps de questions-réponses. Donc, je laisse la parole en premier lieu à William pour une première intervention. Très bien, merci Elsa. Bonsoir à toutes et tous. Donc, comme Elsa l'a rappelé, je suis architecte urbaniste. J'ai 34 ans et puis j'habite dans cette petite ville qu'on appelle Nantes, où ma compagne et moi, avec 2 enfants en bas âge, avons décidé de s'installer il y a de ça 2 ans. Donc, je suis l'un des 150 membres tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat et j'ai participé aux travaux du groupe thématique appelé Se Loger, qui parlait notamment des questions sur la rénovation thermique des bâtiments et de limite à l'étalement urbain. C'est un sujet qui nous concerne particulièrement ici ce soir. Et oui, tu l'as rappelé, donc je suis un des tout premiers signataires de l'appel. Et je ferai une petite présentation en 3 temps, parce que je suis entouré d'Hélène Pesquine, Sylvain Grisot, qui sont 2 éminents collègues sur le sujet. Plutôt en parlant de ce parcours-là à la Convention, sur les mesures qu'on a élaborées, qui nous concernent ce soir, l'élaboration qui s'est passée derrière, puisque c'est tout à fait intéressant que des citoyens se mettent à parler d'étalement urbain, comme ça, un petit peu savoir, et puis maintenant aussi, où est-ce que ça en est après la Convention. Et du coup, à la Convention, on a appelé à des mesures fortes donc, contre l'étalement urbain, notamment pour protéger durablement nos champs, nos prairies, nos forêts, qu'on a très vite compris qui stockaient le carbone et qu'on voulait aussi avoir un levier pour réduire les mobilités contraintes et les déplacements sur des territoires de plus en plus grands.
on a compris que cet étalement, on avait des pertes d'espace assez importantes chaque année, 30 000 hectares d'espace naturel ou agricole, et que du coup aussi que de nombreux habitats d'espèces, la biodiversité disparaissait, que ça favorisait les inondations, et donc ça nécessitait un point de ce qu'on appelle la résilience, la capacité à encaisser un petit peu les chocs avant qu'ils arrivent. On voulait donc, avec ces mesures à la Convention, sensibiliser tous nos autres citoyens à une ville ou à des territoires, disons, plus compacts, organisés sur la proximité, et aussi proposer, dans certaines mesures, des alternatives au modèle de maisons individuelles périurbains ou du tout voiture. Et c'est des débats qui ont été assez intéressants. Et du coup, on a compris que la France, et je pense que Hélène et Sylvain en parleront très très bien, qu'il y avait un petit peu cette étiquette de championne de l'artificialisation, et que on a voulu, par ces mesures, que sur tout le territoire français, chaque commune n'ouvre plus de zones à construire tant qu'il y avait des terrains déjà artificialisés, donc qui avaient reçu sur eux de la construction, de la bétonisation et tout ça. Et donc, pourquoi on avait fait ça? On avait voulu se garder du sol, et c'est la question de ce soir, du sol naturel pour donc stocker le carbone, du sol agricole pour continuer à le nourrir plus localement, et ça c'est une question qui dans le futur sera très importante, et protéger les forêts. Pour la deuxième partie, sur le parcours un peu de cette mesure, il faut dire aussi que le mot artificialisation a été vécu aussi comme une espèce de gros mot à la Convention par d'autres citoyens, parce que c'est une approche qui était un peu compliquée. Elle s'est retrouvée très en amont, cette notion, au sein d'un socle commun d'informations qu'on a tous reçu en rentrant à la Convention citoyenne. Et on a rencontré des architectes, des élus de petites communes, président de l'ADEME, il me semble aussi. On a donc rencontré beaucoup d'experts qui nous ont alertés sur le fait que tout ce que j'ai raconté tout à l'heure sur l'étalement urbain serait problématique, et qu'il y avait ici un levier très important de lutter contre le carbone. Et donc, cette mesure a commencé à prendre dans les débats au sein de la commission Se Loger, dont je faisais partie, et on s'est même retrouvé un jour, une fois, presque oublié, puisqu'on avait dans ces mesures la rénovation thermique des bâtiments, et en fait, l'étalement urbain était une notion assez complexe à comprendre pour les citoyens, et dans un vote de préférence, la mesure s'est retrouvée éjectée. Elle est revenue, puisqu'on a re-rencontré d'autres experts, mais aussi et surtout a eu un succès au fur et à mesure, puisqu'on a eu des débats en plénière, et à la fin, cette mesure-là a été votée avec 90% de consensus. Donc les citoyens qui avaient étudié cette question tout au long de la Convention avait donc compris qu'il y avait ici un grand levier pour le carbone. Je terminerai juste en disant 2 mots sur où est-ce que ça va. Dans le projet, donc, les mesures de la Convention citoyenne ont été remises à l'exécutif. L'exécutif a actuellement transmis un projet de loi nommé Climat et résilience aux parlementaires. Bon, tout le monde, je fais une petite parenthèse, tout le monde s'accorde à dire que les mesures ne sont pas à la hauteur de l'objectif de départ. Mais disons que donc, le gouvernement a choisi pour un objectif qu'on avait donné de diviser par 2 l'étalement urbain sur les 10 prochaines années, de placer la décision à l'échelle régionale. Donc ça nous intéresse encore plus ici ce soir. On avait demandé une échelle plutôt intercommunale, mais donc c'est le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires que plus communément on appelle SRADET. Et donc, ça va être à la région qu'incombera cette tâche de diviser par 2 l'étalement urbain sur les 10 prochaines années.
Il y avait aussi une mesure qui visait à stopper l'aménagement de zones commerciales autour des pôles. Et à ça, le gouvernement a joué un petit peu sur les mots. Et il est possible d'avoir des dérogations pour des exploitations de moins de 10 000 m². L'année dernière, en France, seulement 9 projets de plus de 10 000 m² ont été autorisés à la construction. Donc, tout le reste que vous connaissez, les petits supermarchés et tout ça, rentre dedans. Donc, on n'a pas vraiment contribué à réduire ça. Et il n'y a pas eu de statut sur les entrepôts logistiques et de e-commerce. Voilà. Donc, voilà, on en est de ces mesures. Merci, William. Donc, en effet, loi climat et résilience en cours, loi biodiversité qui fixait déjà un objectif de réduction, de lutte contre l'artificialisation de manière assez drastique. Du coup, Hélène Pesquine, que pouvons-nous tirer des expérimentations et de la recherche actuelle sur le sujet? Comment est-ce que les territoires peuvent s'emparer de ces grands enjeux majeurs? Alors d'abord, je voulais dire qu'on a sans doute un problème de sémantique et de mots, puisque on est toujours dans une espèce de combat de lutte contre l'étalement urbain ou de zéro artificialisation, qui fait qu'on est en permanence en train d'opposer des usages du sol les uns aux autres, plutôt que de les regarder comme une ressource qui soit des usages agricoles, forestiers, naturels, qui sont effectivement, comme le disait William, des ressources de carbone, des ressources d'espace non construits, qui sont aussi des ressources de paysage et des ressources d'identité de paysage d'ailleurs et d'histoire. Mais on a aussi besoin du sol pour accueillir de l'habitat, des infrastructures, des équipements, un certain nombre de services à la population. Et on a beaucoup de difficultés depuis 20 ans qu'on lutte contre l'étalement urbain, depuis la loi Solidarité Renouvellement Urbain de 2000, à faire autrement que d'opposer systématiquement étalement mauvais et préservation d'espaces agricoles ou naturels qui seraient bons, sachant que dans l'agriculture, il n'y a pas que du bon, et il y a aussi beaucoup d'artificialisation, notamment en raison de l'usage des produits chimiques. Et donc moi, ma position, qui est celle défendue dans le cadre des expérimentations du PUCA, c'est de dire arrêtons d'opposer les usages du sol les uns aux autres, et essayons plutôt de les articuler sans essayer de hiérarchiser, c'est-à-dire sans considérer, comme le font souvent les urbanistes, que les usages urbains sont plus importants que les usages non urbains, et sans considérer, comme le font les écologues, que les usages naturels et les écosystèmes sont plus importants ou plus importants à préserver que les usages de fonctions urbaines. Donc, il y a cette première posture, je pense, à adopter, et sur laquelle les collectivités locales ont un regard de proximité, donc, qui est plus concret finalement que ce que peut dispenser la loi ou la norme nationale, on va dire, qui est assez théorique. Première chose. Donc, c'était un peu le sens de ce débat aussi, les sols en partage. Effectivement, c'est une ressource, mais pour différentes fonctions et pas seulement des fonctions écosystémiques, même s'il faut que les urbanistes, en l'occurrence, les architectes, les concepteurs urbains, considèrent aussi ces fonctions écosystémiques et naturelles. Deuxième remarque, c'est que, comme le disait très justement William, la lutte. Alors, on a perdu Hélène, mais ça devrait revenir. Ouais, j'espère. Et en l'occurrence, il y a eu Alors, Hélène, on vous entend vraiment pas bien. Ce que je propose, c'est qu'on passe à Sylvain, du coup, le temps de résoudre le problème technique. Donc, Sylvain, finalement, on va anticiper ton intervention sur que peut faire la région assez concrètement pour rendre peut-être plus circulaire, mieux articuler ce que disait Hélène, les différents usages du sol, plutôt que de les opposer. Alors oui, moi j'ai un regard à la fois de praticien et un peu de théoricien. J'ai commis un bouquin sur la question, mais c'est pas le but. Enfin, j'ai pas de leçon à donner. En fait,
l'écriture de ce livre, c'était plutôt l'occasion de prendre du recul sur notre pratique et sur ce qu'on fait, enfin, sur la façon dont on fabrique la ville au quotidien. En revenant sur cette entrée qui est le sol, peut-être moins en effet la lutte contre l'étalement urbain. En fait, j'ai conclu en disant que finalement, ce n'est pas le problème, l'étalement urbain en soi. C'était plutôt le symptôme d'un problème beaucoup plus global. Alors oui, l'étalement urbain, c'est une consommation de sol quelque part par la ville, donc une perte de sol agricole. Une perte aussi de sols qui peuvent être riches d'un point de vue environnemental, en termes d'écosystèmes, des écosystèmes qui peuvent être riches. Mais surtout, il y a beaucoup d'effets induits. Donc finalement, Hélène, peut-être que je te laisse finir ta phrase à ce moment-là. Je ne sais pas très bien à quel moment vous m'avez perdu, je suis confuse. Au moment où tu repartais sur les propos de William. Oui, je disais qu'il y avait un lien entre étalement et lutte contre le changement climatique. Il ne fallait surtout pas non plus mettre dans des stratégies différentes ces deux sujets et que le mouvement des Gilets jaunes l'avait bien montré. C'est-à-dire qu'en fait, une partie de la population française, et c'est quand même à peu près un tiers de la population française qui habite dans ces territoires peu denses de la ville étalée, qui n'est pas une ville en étalement, mais une ville déjà étalée, notamment de ces lotissements un peu périphériques, ils subissent très fortement les questions de coût du carburant, c'était l'objet du mouvement au départ, et donc sont très directement liées aux décisions qui sont prises en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, il y a deux options: changer toutes les voitures pour les faire passer à l'électrique, sous réserve que l'électricité ne soit pas trop chère et qu'elle soit renouvelable idéalement, ou on réduit les distances parcourues, et ça, c'est une question d'urbanisme. Et là, tout d'un coup, on revient dans un débat sur l'utilisation du sol, les différentes fonctions urbaines du sol et une espèce d'articulation renouvelée, en tout cas réinventée, entre des quartiers peu denses qui ont fait bien souvent l'objet d'un choix pour un certain nombre de ménages qui ont décidé de s'installer dans ce type de logement, parce qu'ils choisissent de se mettre à distance de la ville dense, éventuellement dans plus de surface et puis en rapport plus direct avec les espaces paysagers agricoles. Et cette difficulté à assurer, souvent quand il y a deux conjoints qui travaillent en plus, des transports, des mobilités qui sont très carbonées. Y compris quand ils souhaitent les décarboner, finalement, il y a très peu d'options qui s'offrent à eux. Deuxième remarque. Troisième remarque, et puis après je laisserai la parole à Sylvain parce que j'ai déjà fait perdre un peu de temps, c'est celle de différencier assez fortement dans ces stratégies d'aménagement et d'aménagement peut-être plus dense ou plus intense des villes, de différencier assez fortement les métropoles et les autres villes. Pourquoi je dis ça? Pas parce qu'il y a tant de différences de mode de vie entre les métropoles et les villes moyennes, ça c'est pas tellement le cas. Par contre, il y a des très fortes différences de modèles économiques et de marché immobilier qui font que là où dans une métropole on arrive avec un prix de sortie de l'immobilier qui est plutôt élevé comme à Nantes et avec une stratégie de lutte contre l'étalement qui est assez forte, avec une autorité, je dirais, politique du conseil métropolitain qui est assez forte, on arrive à faire sortir des opérations de renouvellement urbain dans du tissu existant, dans des friches, comme à Nantes, notamment avec le grand projet de l'île de Nantes, mais c'est vrai de la plupart des métropoles régionales françaises. On arrive en fait à compenser les surcoûts de la ville sur la ville, alors que dans des tissus urbains de villes moyennes, on n'y arrive pas. D'abord parce que c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus complexe de réhabiliter des bâtiments existants, souvent très anciens, parce que ça demande parfois de retravailler complètement les circulations, le fonctionnement urbain des centres anciens quand ils sont très anciens, et c'est souvent le cas en France. Dans la plupart des villes de France, il y a un centre très ancien, ou quand il a été reconstruit, il est resté reconstruit sur un modèle très dense. Et donc, il n'y a pas d'acteur économique, en fait, il n'y a pas d'opérateur pour assurer ces opérations compte tenu des coûts d'investissement. Et donc, ça favorise un modèle d'étalement qui est un modèle d'étalement à la fois pour l'habitat, via les opérations de lotissement, mais aussi pour l'activité économique, mais aussi pour un certain nombre d'équipements, notamment d'équipements de loisirs qui sont plutôt implantés aujourd'hui en périphérie des villes et sur des nœuds d'infrastructure. Évidemment, aussi pour les équipements commerciaux. Et donc, on a une spécificité en France de ces villes moyennes dont, même quand les élus sont convaincus de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain, ils ne disposent pas forcément des outils ou des moyens de financement de cette sobriété foncière, comme on l'appelle. Ce sera mon dernier point. De quoi on parle quand on parle de sobriété foncière, mais Sylvain en parle bien mieux que moi. On essaye de donner un côté positif à cette lutte contre l'étalement urbain. On en parle de manière, en termes d'opportunités, de projets. On ne parle plus
d'interdiction, on parle d'opportunités, de possibilités de faire différemment, c'est-à-dire de décorréler du développement urbain et de la consommation d'espace. De continuer à se développer, d'autoriser les territoires à se développer, à développer leur offre d'habitat, leur offre d'équipement, sans pour autant consommer de l'espace non urbanisé aujourd'hui. Et cette décorrélation entre les deux, croissance et consommation, si on peut dire, elle n'est pas du tout évidente. Et donc, c'est ça qu'on accompagne. En France, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils d'accompagnement, notamment liés au plan de relance autour de la compensation financière de la reconversion des friches, mais aussi dans le cadre d'Action Cœur de Ville, on y travaille avec Sylvain Grisot, qui est un programme qui cherche justement à revitaliser les cœurs de ville anciennes pour éviter l'étalement vers des fonctions périphériques. Merci beaucoup. Donc Sylvain Grisot, comment on fait concrètement? En fait, on a déjà fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on remonte, Hélène le disait bien, on a un lien direct entre nos choix de mobilité et notre façon de faire la ville. On a fait le choix de la ville diluée, finalement, il y a une 50aine d'années, pas plus, avec un vrai décollage dans les années 80. C'est lié à la voiture, on l'a vu, ce n'est pas que des enjeux en termes de consommation de sol, il y a beaucoup d'enjeux induits, climat, mais aussi, Hélène le disait, des enjeux sociaux, puisqu'on a des fragmentations sociales qui sont extrêmement importantes. Sauf que, en fait, les alternatives existent. C'est éviter de construire déjà. Est-ce qu'on peut déjà poser la question du besoin et de la réponse à nos besoins urbains dans l'enveloppe, dans les bâtiments existants? C'est transformer des bâtiments pour éviter de déconstruire. Et puis, c'est travailler les questions de friches, de délaissés ou la densification des espaces, voire dans certains secteurs, venir renaturer des espaces urbains. Donc, il y a moyen, on a les outils, on sait faire. Pour autant, on reste sur l'expérimental et c'est plus ou moins complexe selon les territoires. Et ce que disait Hélène est très juste. Ce qui est possible au cœur d'une métropole comme Nantes ou Angers peut être très rapidement beaucoup plus complexe dès qu'on s'éloigne un tout petit peu parce qu'on a moins d'acteurs, on n'est pas dans les mêmes processus économiques, etc. etc. Alors oui, c'est plus compliqué de faire une ville qui est frugale, mais qui est aussi cette ville de la proximité, mais qui est aussi une ville qui peut tous nous accueillir. Donc, comment on fait? Justement, c'est là où la région est importante. Ce qui me semble important déjà, c'est de porter le débat. William le disait tout à l'heure, quand on explique ce problème compliqué à 150 citoyens normaux, non seulement ils comprennent, mais ils comprennent qu'il faut changer de braquet et ils comprennent aussi qu'il y a consensus sur ces décisions. Donc, il faut qu'on amorce ce débat-là. Il n'a pas eu lieu localement et il y a un retard, y compris des collectivités locales et des élus locaux sur cette question-là, notamment dans notre région. Aujourd'hui, on est loin d'être une région exemplaire en termes de consommation de sol, très loin. On consomme l'équivalent de la surface de Notre-Dame-des-Landes tous les ans, plus que ça même. Et il y a plutôt une accélération sur les derniers chiffres qu'on a, contrairement au reste du territoire national. Après, on le disait tout à l'heure, c'est aussi fixer un cap. Il y a des outils qui sont des outils certes réglementaires avec ce fameux schéma, le SRADET, il porte un très joli nom, on peut apprécier. Mais c'est surtout un temps de réflexion et de mise en dialogue entre les collectivités locales. Et là, la région peut être acteur justement pour permettre notamment aux métropoles de parler avec le périurbain, aux villes moyennes de parler aux autres communes, etc. etc. C'est un très bon sujet de conversation, le sol. Ensuite, donner les moyens techniques. On n'a pas d'établissement public foncier en Pays de la Loire. C'est une anomalie au niveau national. On est la seule grande région qui n'a pas soit une couverture complète de son territoire, en tout cas, avec des outils de ce type-là. C'est des outils qui sont essentiels pour recycler des friches, par exemple, mais pas seulement, et notamment des outils qui sont extrêmement importants sur des tissus ruraux, dans des villes moyennes, etc., notamment là où il n'y a pas cette ingénierie locale. Mais aussi, il y a des enjeux particuliers sur un certain nombre de sols urbains, que j'appelle les sols communs, parce qu'il y a peut-être nécessité à ce qu'ils deviennent, notamment pour accueillir des ménages aux revenus normaux au cœur des métropoles, pour protéger un périurbain agricole et le préserver, pour travailler sur des questions de commerce de centre-ville, etc. Et puis, on a aussi, par contre, dans la région, des vraies qualités avec une filière bâtiment qui va vraiment de l'ingénierie à la fabrication de matériaux, qui finalement est relativement en pointe sur pas mal de sujets et qui sait travailler collectivement. À
partir du moment où on lui en donne les moyens et où elle peut avancer, et la région est déjà acteur là-dessus, notamment au travers d'outils type NovaBuild, c'est des lieux de débat, mais aussi des lieux d'émergence de dynamiques collectives qui sont importantes. Et or, on a besoin de basculer notre façon très concrète de faire la ville, que ce soit de basculer de la priorité donnée au neuf, ce qu'on a fait pendant 50 ans, à la priorité donnée à la réhabilitation de l'existant, à l'isolation thermique, ou aussi à la capacité de fabriquer aujourd'hui des bâtiments neufs. Par exemple, on a de gros investissements à prévoir sur les équipements de santé. Comment est-ce qu'on fait des bâtiments qui ne soient plus des bâtiments jetables, finalement à obsolescence programmée, mais des bâtiments qui vont savoir évoluer dans le temps. On a la capacité d'agréger, de pousser l'innovation sur ces questions-là, sur le territoire, avec beaucoup d'acteurs qui sont extrêmement intéressants. Et puis, il y a la question du soutien de l'action des collectivités locales, à la fois via le financement. Aujourd'hui, la région est absente, par exemple, des démarches sur les fonds friches. Alors, démarches de l'État, mais on a des relais, on a des régions qui prennent le relais de façon extrêmement forte des actions de l'État, en pérennisant notamment des financements. Parce que oui, quand on a une friche, on a un bilan qui ne tient pas, on ne sait pas faire, donc il faut la financer, mais aussi amener du savoir-faire, amener de l'ingénierie. Et là, la région peut le faire, elle a la capacité de le faire aujourd'hui sur le territoire. Voilà, beaucoup de pistes déjà. Merci. Alors, on a beaucoup de questions qui nous sont parvenues. On va ouvrir ce temps d'échange directement avec une première question. Alors, j'en regroupe plusieurs, en fait. Une première question liée à la pression importante qu'il y a. On connaît une crise du logement très importante dans de nombreuses villes. Comment est-ce qu'on peut concilier finalement la préservation des sols et la réponse aux besoins en logement actuels? Comment on peut mettre en œuvre cette décorrélation en fait, entre consommation d'espace et développement urbain en temps de crise du logement et de crise économique par ailleurs? Oui, alors on va découpler les deux. Je lance le truc, mais peut-être pour se dire, et ça rebondit sur ce que disait Hélène tout à l'heure, on n'est pas sur un jeu à somme nulle. Il y a un moment, on a l'impression que rajouter du logement, c'est plus possible parce que la ville est pleine. Sauf que la ville, c'est 30% de périurbain aujourd'hui sur lequel il y a de la place. La ville, c'est aussi beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'espaces de stationnement, etc. Il y a beaucoup de place à la fois pour construire. Alors, je ne parle pas du cœur de nos métropoles ou des centres anciens, des centres-bourgs, même si là, il y a des choses à faire, il y a des actions de densification qui peuvent être menées en tout cas quand c'est adapté, mais il y a de la place pour ramener de l'usage urbain finalement dans le périmètre, dans des sols qui sont déjà urbanisés, qui sont peu utilisés. Alors de l'usage urbain, c'est à la fois construire, mais c'est aussi planter, et pour moi, ça va structurellement ensemble. On a besoin des deux en même temps, ce n'est pas le choix de l'un contre l'autre. Peut-être pour compléter, effectivement, ce qu'on constate, en fait, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la ville étalée, c'est déjà de la ville existante. En fait, on n'est pas dans un flux continu. Et donc, cette ville étalée qui n'est pas considérée, en général, par les professionnels de l'urbanisme, voire par la promotion immobilière, parce que, en fait, le foncier est difficile à acquérir, parce qu'il est très morcelé, etc. J'allais dire, c'est l'Eldorado de la lutte contre l'artificialisation. C'est là que dans les prochaines années, il faudra trouver les outils, les modes d'intervention, y compris avec des outils publics et notamment ceux des EPF, pour arriver à restructurer des tissus urbains qui sont relativement lâches. Si je prends l'exemple des lotissements qu'on a pas mal étudiés au PUCA sous le terme de campagnes urbaines, parce qu'on tient à ce que ce ne soit pas du périurbain, c'est-à-dire quelque chose qui serait en dehors de la ville, mais bien de la ville constituée, mais peu dense. On voit qu'il y a des effets, par exemple, des cycles de vieillissement de la population dans ces lotissements, qui sont très souvent construits d'un seul tenant, 40 maisons en même temps, avec 40 familles qui s'installent il y a 40 ans, en gros, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Et finalement, il y a des moments un peu clés de cycle de vie de ces territoires sur lesquels on pourrait trouver des nouvelles modalités d'intervention. Aujourd'hui, ces outils n'existent quasiment pas. Ils n'existent pas d'ailleurs au niveau national ou très peu. Il y a quelques expérimentations. On en connaît une à Périgueux et puis un modèle qui a été aussi développé un peu en grande couronne francilienne autour de la construction dans le jardin, BIMBY, Build in My Backyard, qui veut dire en fait reconstituer un deuxième logement sur une parcelle qui compte une maison monofamiliale, sous réserve d'une négociation avec les propriétaires fonciers qui sont des propriétaires individuels. Donc, ça demande aussi un nouveau mode de coopération et de négociation avec les propriétaires, et on pourrait transposer ce modèle sur les zones d'activité qui sont aussi des copropriétés horizontales, en fait, sur lesquelles on n'a aujourd'hui pas d'outils d'intervention, mais très certainement un gros taux de sous-occupation aussi en réalité, et parfois d'inconfort
par rapport aux besoins réels des personnes ou des activités qui sont abritées dans ces espaces. Donc ça demande une vraie créativité, ça demande d'avoir envie d'y aller et puis de trouver effectivement les outils d'intervention qui permettent de le faire. Là, je suis plutôt sur les territoires déjà très urbanisés. Mais si on prend, en plus, en ce moment, c'est un peu la tendance. Si on s'éloigne un peu des cœurs de métropole, où la tension est forte, effectivement, sur l'offre de logement, là, on arrive dans des territoires où la ressource en immobilier non occupé est beaucoup plus importante qu'on soit dans le centre-ville ou dans le périurbain. Et donc, on a une autre forme d'opportunité qui est celle de la revitalisation, en fait, des villes petites et moyennes qui, dans le contexte qu'on connaît de crise sanitaire, retrouvent une forme d'attractivité, y compris et notamment peut-être parce que les prix sont moins élevés. En complément, je voudrais rajouter un petit peu comment dire, la vision un peu citoyenne auquel moi j'ai été confronté avec d'autres citoyens, où le fait qu'il y a eu ce débat, en fait, c'est-à-dire que moi, nous quatre réunis autour de la table, on a cette culture, par exemple, sur l'habitat collectif, où on serait peut-être beaucoup plus à même d'imaginer, d'y vivre et d'y vivre très bien. Il y avait aussi ce choc des cultures sur, par exemple, le modèle individuel, qui reste pour beaucoup de Français un modèle à atteindre, le but d'une vie, le fait d'arriver à ça, et qui contribue énormément pourtant à l'étalement urbain. Et ce choc des cultures, et c'était assez beau dans l'hémicycle, entre moi, l'architecte qui dit oui, on peut faire de très très beaux logements collectifs avec des terrasses généreuses, ouverts sur des parcs, le soleil qui rentre, les fenêtres, tout ça, et que nos enfants sont très heureux aussi sur ces terrasses-là, et de la personne qui... Et donc, en fait, on a aussi besoin, en tant que région, pays, de changer de culture un petit peu aussi sur la façon dont on perçoit l'habitat. Et ça a une nécessité, comment dire, sur plein de domaines, d'entamer un dialogue. On ne peut pas juste arriver avec des mesures sans que les personnes comprennent. Parce que moi, je l'ai compris, de but en blanc, on ne comprend pas le lien au carbone d'arrêter l'étalement urbain. Et donc, il faut énormément discuter sur le sujet. Ça fait ce que proposait, c'est la raison pour laquelle proposait aussi Sylvain d'introduire un débat à l'échelle régionale. Ce que tu viens de dire, William, fait écho à deux questions qui nous sont posées. Ouais, donc j'essaye de structurer un peu parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc si vous pouvez faire des réponses peut-être synthétiques, qu'on puisse prendre toutes les questions. La ville de Hambourg a pris des décisions pour interdire les pavillons individuels. Vous avez peut-être vu passer ça il y a quelques semaines. Qu'en pensez-vous ? Nous pose l'interlocutrice. Au-delà d'une interdiction ou pas, comment percevez-vous justement cet enjeu culturel du rêve d'une maison avec jardin ? Est-ce que ce rêve, finalement, comment accompagner éventuellement le changement de rêve et de modèle ? Je vais faire bref, mais pour moi, l'ennemi n'est pas la maison. Et je pense qu'il faut le répéter aussi. Il y a des potentiels de dizaines de milliers de logements neufs, de maisons individuelles possibles dans des lotissements dans la région. C'est des centaines de milliers en Île-de-France qui sont identifiés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a tous ces lotissements des années 80, 90, 2000 qui ont de vastes parcelles et le logement individuel en France est considéré au plus des 2/3 comme sous-occupé structurellement par l'INSEE, parce qu'on a simplement vieilli dans notre logement, il est devenu trop grand, mais le jardin est aussi trop grand. Donc le couper en deux permet d'amener un nouveau logement. Donc l'ennemi n'est pas la maison, l'ennemi c'est le lotissement en plus qui vient manger un bout de terrain agricole. Je pense que la maison a aussi une place dans la ville, au cœur de la ville. Alors, pas la même forme de maison, pas un grand jardin, de la maison accolée, des étages, etc. etc. Donc voilà, pour moi, ça s'oppose pas. Il y a le Conseil départemental 44 qui a fait un sondage récemment sur cette question du rêve pavillonnaire, etc., dont on nous rebat pas mal les oreilles et qui
qui est vrai, qui est extrêmement structurant, qui a été aussi construit par des politiques publiques, par de la communication autour de la propriété, autour d'une forme urbaine qui est la forme du pavillon. On n'a pas demandé aux gens s'ils veulent habiter dans une cage à lapins ou dans un pavillon, on leur a demandé ce qu'ils cherchent dans leur logement. Et ils disaient 3 choses de façon vraiment beaucoup plus importante que les autres. C'est une proximité à la nature, du calme et de la proximité, proximité au service. Pour moi, c'est une très bonne définition de ce qu'est, ou en tout cas ce que doit être la ville. On a besoin de nature dans la ville, on a besoin de calme dans la ville, on en a bénéficié. Et puis la proximité, c'est la définition de la ville, c'est-à-dire la capacité d'aller à l'école, au commerce, voire au travail à pied. Merci. On a une autre question sur finalement des explications sur pourquoi en France on est sur ces taux-là d'artificialisation des sols alors que par exemple aux Pays-Bas, nous dit Hugo du coup par Facebook, il nous dit que alors que c'est un pays qui est plus densément peuplé, finalement son niveau d'artificialisation par habitant est plus faible. Est-ce que vous connaissez les raisons, William? Oui, je voudrais dire que j'ai passé 5 mois de stage à Rotterdam, aux Pays-Bas, et donc j'ai appris à connaître un petit peu la culture néerlandaise qui, du coup, se satisfait assez facilement d'habiter en collectif. Et aussi le fait que c'est un petit pays énormément gagné sur la mer, grâce aux digues. Quand même, il y a à la montée des eaux, les Pays-Bas sont relativement en danger. D'ailleurs, c'est leur nom, les Pays-Bas. Mais disons que il y a un rapport, disons, culturel à l'habitat qui est assez décomplexé. Les grandes baies vitrées, personnes qui, légèrement vêtues, passent devant la fenêtre en voisin. Ça, c'est assez vu. Ça, c'est assez vu en Pays-Bas. Et du coup, moi, c'est une des premières explications que j'ai vis-à-vis de ça, c'est la culture. Autrement, quelqu'un d'autre à rajouter sur le sujet? On a une question un peu technique sur les outils aussi disponibles au niveau régional. Est-ce que la région a un observatoire pour calculer l'artificialisation des sols? C'est revenu récemment sur le débat, cette question de comment on mesure les taux d'artificialisation. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? C'est pas encore tranché. En fait, c'est une question qui sera tranchée dans le cadre de l'application de la loi climat résilience qui va l'imposer par décret. Mais aujourd'hui, il y a encore des débats sur ce qui est considéré comme artificialisé ou non. En particulier, aujourd'hui, en fait, on ne distingue pas artificialisé et non artificialisé, on distingue urbanisé et non urbanisé, ce qui fait que tous les espaces de nature en ville, par exemple, sont considérés comme urbanisés. Ils sont dans des zones urbaines des PLU, en gros, et donc on les compte comme artificialisés. Il y a tout un débat aujourd'hui pour savoir comment on arrive à subtiliser un peu cette définition pour que des espaces de pleine terre pourraient être valorisés en ville comme non artificialisés, comme étant aussi des espaces d'une certaine manière de compensation de l'artificialisation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une forte demande dans cette direction et les outils n'existent pas encore bien pour les mesurer, mais en tout cas, c'est le sens des démarches qui sont en cours aujourd'hui. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que on peut débattre très très longtemps des outils de mesure, alors qu'en fait, une fois qu'on est sur le terrain, on le voit avec Sylvain dans les quelques programmes qu'on suit ensemble, il s'agit beaucoup de bon sens, c'est-à-dire on considère que la ressource en sol, que l'espace déjà construit est aussi une ressource en sol. On le considère comme une opportunité possible, même s'il y a déjà des bâtiments dessus, qui peuvent d'ailleurs en partie être démolis ou dédensifiés quand ils sont trop anciens ou trop denses. Ils peuvent être, on l'a dit tout à l'heure, optimisés dans leur fonction. Des équipements scolaires, par exemple, qui ne fonctionnent ni le soir, ni le week-end, ni l'été, pourraient devenir des maisons des associations. Ou on a un exemple de gîte même rural en été d'une classe à Noirmoutier. Donc, l'idée, c'est aussi de le considérer comme ressource, mais comme ressource de fonction urbaine nouvelle ou développée, augmentée, disons, ce qui est déjà construit ou ce qui est déjà aménagé, équipé dans l'espace urbain. Donc, en tout cas, du côté du PUCAN, on ne s'attache pas trop à rentrer dans ce débat de définition parce qu'en fait, c'est très conflictuel. Sans doute, on ne trouvera jamais la définition parfaite qui satisfait tout le monde. Et bien souvent, on revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire un conflit entre ceux qui veulent préserver la nature et ceux qui veulent développer la ville, comme si on ne pouvait pas faire les deux. Et on considère qu'on peut articuler les deux et que même dans la ville, il peut y avoir des vrais écosystèmes, qu'on peut aussi reconquérir de la biodiversité dans des espaces qui sont intégrés à des formes d'aménagement, qu'ils soient d'ailleurs de la maison individuelle ou des immeubles collectifs comme des grands ensembles
de logement social. Et juste un dernier point par rapport au modèle de la maison individuelle. On a aussi beaucoup travaillé, j'avais mis les podcasts du PUCA dans la boîte de conversation, sur la manière dont est ressenti le besoin, l'aspiration à la maison individuelle. Je pense qu'il y a deux dimensions à cette question. D'abord, peut-être qu'on ne se représente pas assez ce que serait que l'alternative à la maison individuelle en dehors de l'immeuble collectif de R+4 dans une ZAC, une opération urbaine contemporaine. Il n'y a pas vraiment de représentation intermédiaire, on va dire. Et ça demande de faire du projet pour montrer que c'est possible. Et deuxième chose, on a aussi une forme d'implantation des bâtiments en France dans les lotissements qui n'est absolument pas favorable à la végétalisation des lotissements et à la création de zones de biodiversité collective. Si on prend l'exemple anglais, par exemple, en Grande-Bretagne, les maisons individuelles sont beaucoup plus densément installées en bord de rue, avec des rues du coup qui ont un vrai usage de rue. Par contre, en fond de parcelle, il y a des jardins qui peuvent être relativement grands, et en toute fond de parcelle, il y a un jardin commun en fait qui est une espèce de forêt qui est le fond de toutes les parcelles. Voilà. Et ce type d'urbanisation, c'est pas du tout celui des lotissements à la française qui sont découpés en drapeaux sur un champ qui était partagé entre 10 propriétaires. Donc on a aussi cette question de la forme, la conception en fait des espaces peu denses ou de maisons individuelles qui correspondent assez peu à l'idée que le sol naturel a aussi une valeur, parce qu'en fait il a peu de valeur économique, c'est évidemment un enjeu, une valeur collective en fait à partager. Alors, on a des questions qui nous viennent sur des projets un peu spécifiques au Pays de la Loire, notamment l'actualité autour du site du Carnet ou de l'Atoll, par exemple, en région angevine. Que penser finalement de ces grands projets, qu'on peut considérer comme des grands projets aussi de consommation d'espace dans ce contexte? C'est vrai qu'on on est souvent interpellé sur ce point-là. Moi, je peux prendre le risque sans engager personne, hein, mais on est dans des projets qui sont de nature extrêmement différente. Donc, moi, je n'ai pas une catégorie grands projets qui ferait ils sont bien ou pas bien. Sur l'Atoll, c'est un projet d'extension commerciale, comme on en a connu pas mal, avec un concept assez marqué, qui manifestement n'est pas une réussite hein, d'un point de vue commercial. Et c'est tout à fait ce contre quoi s'est positionnée la Convention citoyenne, je crois savoir, avec cette idée de moratoire qui a été largement portée. C'est pourquoi faire du commerce en périphérie alors que les centres-villes se meurent et les commerçants ont du mal à remplir boutique. Donc voilà, pour moi, fin de l'histoire. On a tenté de faire du centre-ville à l'extérieur des centres-villes et on s'aperçoit aujourd'hui que les centres-villes existants ont du mal. Mais on s'aperçoit aussi que ces zones d'activité, ces zones commerciales ont du mal, avec un vrai péril hein, sur un certain nombre de zones commerciales en périphérie de nos villes. Donc c'est aussi, attention, il y a aussi une obsolescence très rapide hein, de ces secteurs-là. Donc ces projets-là sont eux-mêmes en danger. Pour le Carnet, on est sur un sujet complètement différent. Hein. On est sur un sol qui a une origine artificielle, et alors pourquoi pas, qui porte des intérêts écolos, et en tout cas aujourd'hui qui porte très peu de projets. Hein, puisque aujourd'hui les projets qui sont développés, ils sont pas très tangibles, hein, très clairement, en termes de besoins, de nécessités, etc. Par contre, il y a des éléments en termes de développement d'énergie renouvelable aussi qui sont portés et qui sont plus, à mon sens, un élément de discours. Je pense que ça montre surtout le projet du Carnet ou l'absence de projet au Carnet, parce que c'est surtout ça le problème, qui a besoin d'un projet sur la Loire, sur les rives de la Loire, qui soit à la fois un projet de développement. Développement ne veut pas dire croissance et consommation, notamment des énergies renouvelables, hein, sur lequel la région peut très clairement se positionner, sur lequel on a des espaces qui sont des espaces industriels, des espaces d'activité qui sont amenés à se transformer. Hein. On a quand même une centrale charbon qui est pas pérenne, qui est présente. On a d'autres espaces d'activité qui sont présents. Donc, il y a un projet qui est à la fois un projet écologique, éventuellement même un projet de réserve et un projet de développement qui peut s'appuyer sur cette question de frugalité en sol. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un sol déjà urbanisé, on commence par travailler là avant d'aller urbaniser un autre sol. Et le sol du Carnet n'est pas un sol urbanisé aujourd'hui. Une question très courte avant de passer plutôt sur la question conclusive. Beaucoup de petites communes rurales se sont vidées. Donc, c'est une question qui nous est posée par Chloé. L'enjeu n'est-il pas aussi d'inciter les habitants finalement à réinvestir
toute cette ruralité. Donc Hélène, vous l'aviez évoqué un peu tout à l'heure. Est-ce que c'est pas aussi là un axe majeur? Est-ce que quelqu'un peut dire un mot en quelques secondes? Bah, à la fois, j'allais dire à la fois oui et non. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la ressource en bâtiment à recycler, à revitaliser, à transformer dans ces petites villes rurales ou même dans des villes moyennes d'ailleurs, hein, mais à moindre attractivité, on va dire, que les aires métropolitaines, c'est effectivement un enjeu et sans doute une opportunité pour éviter d'étaler les grandes villes. En même temps, il faut arriver à y trouver, pour un couple qui s'installe souvent avec 2 emplois, de quoi vivre correctement malgré les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire le prix de l'énergie qui monte et pour de bonnes raisons, avec donc une qualité de vie et un confort de vie et voilà, une capacité à vivre sa vie, on va dire, de manière satisfaisante. Et donc, on découvre là, avec la crise Covid et le développement notamment du télétravail et puis donc d'un certain nombre d'emplois qui se retrouvent à être délocalisables, on découvre de nouveau les joies de la vie dans un espace rural, mais est-ce que c'est un modèle pérenne? Ce n'est pas forcément le cas non plus. Et par ailleurs, il faut évidemment éviter que ça étale les hameaux et les villages. C'est-à-dire que ce ne soit pas l'occasion pour des propriétaires aisés d'acheter des parcelles agricoles tout autour du village pour eux-mêmes étaler les villages sur des surfaces et des modèles d'habitat qui sont ceux qui souhaitent acquérir. Donc, ça serait une idée tout à fait vertueuse si on arrivait à faire de ces centres-villes de petites villes finalement des vrais villages vivants, peut-être pour certaines catégories de population, peut-être personnes âgées, jeunes, étudiants, sous réserve qu'ils soient reliés au reste du territoire et qu'ils ne favorisent pas l'étalement sur ces espaces-là. Merci. Alors, on va passer sur une phase de conclusion et la question qu'on aimerait vous poser finalement pour préparer en fait le moment où on va être élu en juin, c'est de savoir si demain, si vous étiez vice-président en charge des questions foncières et des questions d'aménagement de la région Pays de la Loire, quelle serait votre première mesure? On commence par qui, William? On t'entend pas, William. Ouais, ton micro. Ok, c'est bon. Oui, une des premières mesures qui serait à faire, c'est déjà se doter d'un inventaire de ce qui nous reste en termes de foncier. C'est-à-dire qu'on passe souvent à se dire « Ah ben ça, on a cette terre et tout ça », mais en fait, est-ce qu'on en a une idée précise? Et je pense qu'il faut s'appuyer effectivement et donner plus de moyens aux établissements publics fonciers pour trouver les moyens de faire cet inventaire. Et puis, dans la droite mesure de diviser par 2 l'étalement urbain dans les 10 prochaines années, mesure de la Convention citoyenne qui va être comment dire, à l'échelle de la région, il faut, avec ce diagnostic-là, arriver à trouver dans ce schéma des dynamiques qui permettent à toutes les personnes à la fois de vivre mieux et de dépenser moins d'énergie, moins d'efforts et de retrouver une vie basée sur la proximité. Voilà. Merci, ça fait 2 mesures. Hein. Comment dire, elles sont alignées. Sylvain, peut-être? Alors moi, je prends pour en avoir plusieurs, je prends celle de William et puis après je prends ma voiture en fait parce que je pourrais pas tout faire en vélo et en train pour faire le tour des communes, faire le tour des villages, faire le tour des villes moyennes pour aller expliquer comment et pourquoi est-ce que travailler sur le sol, travailler cette question du sol, c'est une question essentielle. Mais c'est aussi un super outil, un extrêmement bon outil, un levier finalement pour agir sur un système beaucoup plus global, à la fois agricole, la mobilité, etc. Donc c'est un outil de transition, ce débat sur le sol. C'est aussi un outil de solidarité entre les territoires, les générations finalement et même des catégories sociales. Donc plutôt que de prendre une mesure, justement, j'engagerai le débat. Merci. Hélène? Oui, alors moi je trouve que Sylvain est bien courageux, mais lui tout seul, même si la région Pays de Loire n'est pas la plus grande région de France, il faut quand même beaucoup de courage. Donc je trouve qu'il faudrait
il faudrait développer cette idée dans le sens peut-être d'une convention régionale sur les usages du sol qui s'appuierait sur des ateliers citoyens, éventuellement sur des artistes, des gens qui travaillent justement sur la représentation de la densité ou de l'intensité urbaine et des fonctions urbaines. Peut-être une espèce d'événement en fait dont on tirerait une stratégie régionale très outillée, c'est-à-dire qu'après c'est la révision du SRADET, donc de l'outil de planification, c'est la création d'un établissement public foncier qui aurait un peu des focus sur ce qui ressortirait de ces ateliers de co-construction. Mais ça demande évidemment de faire le tour de la région, mais je pense que c'est d'autant plus approprié que village après village ou ville après ville, il y a des événements autour de cette question. Et que effectivement, c'est pas du tout simple et c'est pas du tout comment dire évident au sens forcément la bonne idée que de forcer tout le monde à se convertir à la très forte densité. Donc il faut peut-être réfléchir à toutes les autres formes d'habitat, de construction, de reconstruction, d'usage qui pourraient émerger d'un tel débat régional. Merci. Merci pour tous ces échanges. Un grand merci donc à vous toutes et tous qui avez suivi cet atelier. Merci en particulier à nos 3 intervenants. Je voulais remercier également notre équipe technique qu'on ne voit pas, mais qui nous permet de rendre possible du coup ces temps de débat public avec vous. Cet atelier sera disponible, vous pourrez le revoir sur YouTube et SoundCloud prochainement. Pour toutes celles et ceux qui seraient très frustrés parce que je n'ai pas pris leurs questions, surtout, vous pouvez me la renvoyer à l'adresse contact@paysdelaloire pdl2021.fr. Donc, vous trouverez tout ça sur le site de l'appel. Et si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser, pareil, n'hésitez pas à venir nous solliciter. Donc, bien sûr, on vous renvoie vers le site pour signer l'appel. Et je vous remercie encore une fois. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. À bientôt. Au revoir, merci pour l'invitation. Bonne soirée.